Quand j'ai acheté un duplex sans le dire à mes parents, j'ai découvert qu'ils avaient prévu que toute la famille de mon frère emménage avec moi complètement gratuitement. Je suis restée silencieuse. Quelques semaines plus tard, ils sont passés en voiture et ont vu des locataires dans les 2 logements. Je m'appelle Ginny, j'ai 32 ans et je suis conseillère financière à Boston. Pendant 6 ans, j'ai économisé chaque centime supplémentaire pour réaliser mon rêve d'être propriétaire. Quand j'ai enfin acheté un duplex au printemps dernier, j'ai décidé de le garder secret pour ma famille. Cette décision s'est révélée plus sage que je ne l'aurais imaginé. Un dimanche soir, j'ai entendu mes parents planifier que mon frère Kevin et toute sa famille déménagent dans ma nouvelle maison sans payer de loyer et sans même me demander. Avant de te raconter comment tout ça s'est déroulé, prends une seconde pour me dire d'où tu regardes ça et abonne-toi si tu veux plus d'histoires sur comment se défendre quand la famille profite de toi. En grandissant dans ma famille, il y avait toujours une règle non écrite, on attendait de moi que j'aide les autres, surtout la famille. Mes parents, Martha et Frank, nous ont élevés avec la valeur que la famille passe avant tout. Mais d'une manière ou d'une autre, ce poids semblait toujours tomber plus lourdement sur mes épaules que sur celles de mon frère aîné Kevin. J'aime profondément ma famille, mais au fil des années un schéma s'est développé que je commençais seulement à reconnaître. Kevin, qui a maintenant 36 ans, avait toujours été le charmeur, rapide avec ses blagues et ses histoires. Il était aussi notoirement mauvais avec l'argent. À 25 ans, il avait déjà accumulé des dettes de cartes de crédit, acheté une moto et pris des vacances coûteuses. À 30 ans, il avait emprunté de l'argent à nos parents pour une entreprise qui a échoué en 6 mois. À chaque fois, la famille se rassemblait autour de lui en lui offrant un soutien financier et du réconfort émotionnel. On s'attendait toujours à ce que je contribue en prêtant de l'argent que j'avais soigneusement économisé et en offrant gratuitement des soins à ses 3 enfants. Sa situation actuelle était particulièrement grave. Il y a 8 mois, Kevin a perdu son travail dans une entreprise de marketing après une réduction de personnel. Sa femme Sarah, enseignante à temps partiel, ne gagnait pas assez pour couvrir leurs dépenses. Ils avaient 3 enfants, Liam, 10 ans, Sophie, 8 ans et Ian, 5 ans. Leur propriétaire avait récemment augmenté le loyer et ils avaient du mal à joindre les 2 bouts. Pendant ce temps, moi je travaillais dur pour atteindre l'indépendance financière. Après avoir terminé mon MBA il y a 7 ans, j'ai obtenu un poste de conseillère financière dans une société réputée à Boston. Je voyais bien l'ironie, j'aidais les autres à gérer leur argent, alors que mon propre frère semblait incapable de faire la même chose. Je vivais de façon frugale dans un petit appartement d'une chambre. J'apportais mon déjeuner au travail tous les jours et je limitais les dépenses inutiles. Chaque mois, je mettais de côté 30% de mes revenus pour atteindre mon objectif d'être propriétaire. Quand j'ai atteint mon objectif d'épargne au début de cette année, j'ai commencé à étudier les investissements immobiliers. Un duplex semblait l'option parfaite. Je pouvais vivre dans une unité et louer l'autre pour aider à couvrir l'hypothèque. Après des mois de recherche, j'ai trouvé un joli duplex en briques dans un quartier calme à environ 20 minutes du centre-ville. Il avait besoin de quelques améliorations esthétiques, mais il était en bon état structurel et le prix était dans mon budget. J'ai travaillé avec un agent immobilier qui m'a aidé à naviguer le processus d'achat. La date de signature était fixée. À l'approche du jour, je ressentais un mélange d'excitation et d'anxiété. C'était de loin l'achat le plus important de ma vie et je le faisais seul. J'ai décidé de ne rien dire à ma famille tant que tout n'était pas finalisé, en partie parce que je voulais les surprendre, mais aussi parce que je savais qu'ils trouveraient un moyen de tourner ce moment autour de Kevin et de ses besoins. Le jour où j'ai signé les papiers finaux et reçu les clés fut excitant. Debout, seul dans le duplex vide, j'ai ressenti une grande fierté et un sentiment d'accomplissement. Chaque unité avait 2 chambres, une salle de bain, un salon chaleureux et une cuisine fonctionnelle. Le jardin était petit mais bien entretenu, avec un érable qui donnait de l'ombre pour les après-midi d'été. J'ai pris des photos de chaque pièce en planifiant des rénovations et des idées de décoration. La semaine suivante, j'ai organisé la mise en service des installations et prévu un service de nettoyage pour préparer les 2 unités. J'ai étudié les loyers de la zone et créé une annonce pour la 2e unité. Mon plan était d'emménager dans une des unités dans le mois et de trouver un locataire pour l'autre peu après. Les revenus du loyer couvriraient environ 60% de mon paiement mensuel d'hypothèque, ce qui rendait l'investissement encore plus solide. J'ai contacté quelques amis pour m'aider à déménager certains de mes meubles dans l'unité que je comptais occuper. Nous avons passé un samedi à peindre le salon et la cuisine en ton doux et neutre. À la fin de la journée, avec des boîtes de pizza vides sur les nouveaux plans de travail et de la peinture sur nos vêtements,
j'ai ressenti un sentiment de propriété et de réussite comme jamais auparavant. Je ne savais pas encore que mes plans soigneusement établis allaient entrer en collision avec la dynamique familiale d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Le dimanche suivant, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents dans la banlieue pour notre dîner familial habituel. J'étais excité de pouvoir enfin partager ma nouvelle. J'avais décidé que c'était le moment parfait pour annoncer mon achat. J'imaginais les visages fiers de mes parents et peut-être un peu de surprise en voyant que leur fille avait atteint ce jalon seul. J'avais même préparé un petit discours et apporté une bouteille de champagne pour célébrer. Je suis arrivé tôt pour aider ma mère avec les préparatifs du dîner, comme toujours. L'odeur d'un ragoût de bœuf remplissait la maison et mon père regardait un match de baseball dans le salon. Je coupais des légumes dans la cuisine quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, suivi du bruit de mon frère Kevin, de sa femme Sarah et de leurs 3 enfants qui entraient. Ma mère a essuyé ses mains sur son tablier et est allée les accueillir, me laissant seul dans la cuisine. J'ai continué à préparer la salade, écoutant à moitié les salutations et les bavardages venant de l'entrée. Après quelques minutes, j'ai remarqué que mes parents, Kevin et Sarah, s'étaient déplacés dans le bureau de mon père, juste à côté de la cuisine. Leur voix était basse, mais dans la maison silencieuse leurs mots traversaient le mur mince. J'ai entendu mon père dire, c'est la solution parfaite. Ginny a tout cet espace en trop. Mes mains se sont figées, le couteau suspendu au-dessus d'un concombre. Espace en trop? Il était impossible qu'il sache pour mon duplex. Je n'en avais encore parlé à personne dans la famille. La voix de ma mère est intervenue, elle aide toujours la famille. C'est comme ça qu'on l'a élevée. Kevin a répondu, ce serait un grand soulagement, surtout pour les enfants. Ils ont besoin de stabilité en ce moment. Puis Sarah a ajouté, je pensais qu'on pourrait mettre les garçons dans une chambre et Sophie dans l'autre. Le salon de son côté est plus grand que le nôtre, non? Mon cœur s'est mis à battre plus vite alors que je comprenais ce qui se passait. D'une manière ou d'une autre, il savait pour mon duplex et avait déjà fait des plans pour que la famille de Kevin y emménage sans même me consulter. Je suis resté immobile, tendant l'oreille pour écouter davantage leur conversation. Ah Franck, tu crois qu'elle voudra qu'on l'aide à déménager ses affaires pour faire de la place, a demandé ma mère. Pas besoin, Martha, a répondu Kevin à la place de mon père. Elle n'a presque pas de meubles dans son appartement, toujours en train d'économiser au lieu de profiter un peu de la vie. J'ai entendu le rire de Sarah, suivi de « Eh bien, on l'aidera à décorer ». J'ai tellement d'idées pour rendre cet endroit comme un vrai foyer. Mes joues brûlaient d'un mélange de colère et d'incrédulité. Non seulement ils avaient découvert mon achat, mais ils avaient déjà décidé que la famille de Kevin emménagerait dans la 2e unité sans même me demander. Et d'après ce qu'il semblait, ils comptaient vivre là sans payer de loyer. Je me suis forcé à continuer de couper mes légumes pendant que mon esprit tournait à toute vitesse. Comment l'avait-il appris? Peut-être avait-il vu mon nom dans les registres de propriété, ou peut-être qu'un des amis de mes parents m'avait vu sur la propriété et leur en avait parlé. Peu importe comment ils l'avaient su, leur présomption était incroyable. Quand nous nous sommes finalement assis pour dîner, j'ai attendu qu'ils abordent le sujet, curieuse de voir comment ils allaient me présenter ce plan. Après que le repas ait été servi et que nous ayons échangé les politesses habituelles, mon père s'est raclé la gorge. Et Ginny, a-t-il commencé avec un sourire au coin des lèvres. Nous avons une nouvelle merveilleuse. Nous avons trouvé la solution parfaite au problème de logement de Kevin. J'ai pris une gorgée d'eau, évitant de croiser le regard de qui que ce soit à la table. Ma mère a continué, nous savons pour ton duplex, chérie. Madame Johnson de l'église t'a vu là-bas la semaine dernière et me l'a mentionné. Nous sommes très fiers de toi d'avoir fait un si grand pas. Avant que je puisse répondre, Kevin a enchaîné, et c'est le moment parfait, petite sœur. Avec notre situation de loyer et l'école des enfants si proche de ton nouveau logement, ça a simplement du sens qu'on prenne l'autre unité. Sarah hocha la tête avec enthousiasme, nous promettons d'être les voisins parfaits. Les enfants sont très excités de vivre près de leur tante Ginny. J'ai senti tous les regards tournés vers moi, attendant mon accord enthousiaste. L'attente dans la pièce était palpable. Bien sûr, je dirais oui. Quand ai-je déjà dit non à ma famille? Les enfants de Kevin me regardaient avec des yeux pleins d'espoir. Liam, l'aîné, dit, maman dit qu'on pourra marcher jusqu'à l'école depuis la nouvelle maison, et toi tu pourras m'aider avec mes devoirs de maths quand j'en aurai besoin. J'ai forcé un sourire, incapable de décevoir les enfants à ce moment-là. Les adultes autour de la table ont pris mon sourire comme un accord, et la conversation s'est vite tournée vers la logistique du déménagement.
Ma mère a commencé à planifier, nous pouvons t'aider à déménager tes affaires le week-end prochain, et ensuite Kevin et Sarah pourront commencer à apporter les leurs la semaine suivante. Kevin ajouta, le moment est parfait, puisque notre bail se termine à la fin du mois et qu'en n'ayant pas à payer de loyer, nous pourrons enfin avancer financièrement. L'hypothèse qu'il vivrait là sans payer de loyer venait d'être déclarée clairement. Personne à la table ne semblait penser que c'était une demande extraordinaire. Personne n'a demandé comment cela affecterait mes paiements d'hypothèque ou mes plans financiers. Personne n'a pensé que je pouvais avoir mes propres projets pour la maison pour laquelle j'avais travaillé si dur. Au lieu de les confronter sur le moment, je suis restée silencieuse, hochant parfois la tête et remuant ma nourriture dans mon assiette. Toute une vie à jouer le rôle de pacificatrice dans la famille m'empêchait de provoquer une scène. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé. Une limite venait d'être franchie, et je ne pouvais plus l'ignorer. Le trajet du retour ce soir-là fut un tourbillon d'émotions contradictoires. Les souvenirs sont revenus de toutes les fois où j'avais mis mes propres besoins de côté pour aider ma famille, surtout Kevin. Les vacances d'été que j'ai annulées pour lui prêter de l'argent pour réparer sa voiture. Les week-ends passés à garder ses enfants pour que lui et Sarah puissent sortir. Les innombrables fois où on attendait de moi que je prenne la charge parce que j'étais célibataire et que j'avais soi-disant moins de responsabilités. Quand je suis arrivé sur le parking de mon immeuble, j'ai pris une décision. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, je me mettrai en premier. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Assise à la petite table de ma cuisine avec une tasse de café, j'ai sorti un cahier et commencé à écrire toutes les fois où ma famille avait profité de ma générosité sans rien en retour. La liste a vite grandi, remplissant la page avec des incidents qui remontaient à mes années universitaires. Il y avait cette fois où j'ai travaillé à 2 emplois pour payer mes études alors que mes parents payaient intégralement les frais de Kevin, en justifiant que lui n'était pas aussi bon à l'école que moi et avait besoin de plus de soutien. Il y eut 3 occasions différentes où Kevin m'a demandé de l'argent avec de vagues promesses de le rembourser un jour. Le Noël où mes parents ont suggéré que j'achète la console de jeux vidéo coûteuse pour tous les enfants, parce que je n'avais pas d'enfants à moi sur qui dépenser de l'argent. Le schéma était clair et ancien. On m'avait conditionné à être le filet de sécurité de la famille, la responsable qui se sacrifierait toujours pour les autres. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était l'absence totale de considération pour mes propres buts et rêves. Pas une seule fois pendant le dîner de la veille, quelqu'un n'a demandé quels étaient mes plans pour le duplex. L'hypothèse était que ma maison, mon investissement, était une ressource familiale à utiliser selon leurs besoins. J'ai appelé ma meilleure amie, Taylor, qui m'avait aidé à déplacer des meubles dans le duplex. Quand je lui ai expliqué la situation, son indignation à ma place m'a validé. « C'est absolument ridicule », s'exclama-t-elle. « Tu as économisé pendant des années pour ça. C'est ton investissement, ton futur. Ils ne peuvent pas juste décider d'emménager sans te demander, et encore moins espérer y vivre gratuitement. Mais ce sont ma famille, ai-je dit, jouant l'avocate du diable contre mes propres intérêts par habitude. Et Kevin doit penser aux enfants. L'être de la famille ne leur donne pas le droit de profiter de toi. Est-ce que Kevin ferait la même chose pour toi si les rôles étaient inversés? Nous savions toutes les deux la réponse à cette question. Kevin n'avait jamais montré le même niveau de sacrifice ou de considération envers moi qu'on attendait constamment dans l'autre sens. Tu dois mettre des limites, Ginny, continua Taylor. Si tu les laisses emménager maintenant, surtout sans payer de loyer, tu ne pourras jamais les faire partir et ton investissement deviendra un fardeau financier au lieu de l'actif pour lequel tu as tant travaillé. Elle avait raison, et au fond de moi je le savais. Après notre appel, j'ai pris une autre décision. Je n'allais pas confronter ma famille directement tout de suite, mais je continuerais avec mon plan initial pour le duplex. En fait, j'allais l'accélérer. Cet après-midi-là, j'ai contacté 3 sociétés de gestion immobilière et pris rendez-vous pour le lendemain. Le mardi soir, j'avais signé un contrat avec Cornerstone Property Management, une société bien établie avec d'excellentes critiques. Le directeur, David, m'a assuré qu'il pouvait trouver rapidement des locataires qualifiés, surtout avec l'emplacement recherché de mon duplex. J'ai décidé de louer les 2 unités au lieu d'en habiter une moi-même. Cela maximiserait mes revenus locatifs et créerait une coupure nette avec les attentes familiales. Je pourrais trouver un petit appartement plus proche de mon bureau, réduisant mon temps de trajet et créant plus de séparation entre ma vie personnelle et ma famille. D'ici vendredi, Cornerstone avait déjà programmé plusieurs visites avec de potentiels locataires.
J'ai pris un jour de congé au travail pour rencontrer David et préparer les 2 unités pour les visites. Nous avons discuté des loyers, des termes du bail et des critères pour les locataires. Vu le marché actuel et l'emplacement, il a suggéré un bail de 12 mois avec un loyer légèrement supérieur à ce que j'avais prévu, ce qui couvrirait presque 75% de mon hypothèque. La semaine suivante a été un tourbillon d'activités. Pendant que j'évitais les appels et messages de ma famille au sujet des plans de déménagement, je rencontrais en secret des locataires potentiels, j'examinais des candidatures et je préparais des baux. J'ai évité le dîner du dimanche en prétextant que je devais travailler sur un projet urgent d'un client, gagnant ainsi plus de temps. À la fin de cette semaine, j'avais signé des baux avec 2 locataires différents, tous 2 avec d'excellents scores de crédit et un emploi stable. L'unité initialement prévue pour mon propre usage serait occupée par un jeune couple de professionnels, Michael et Lisa, qui travaillent dans un hôpital à proximité. La seconde unité, ironiquement celle que ma famille avait mentalement attribuée à Kevin et Sarah, serait louée par une professeure à la retraite, la docteure Eleanor Wilson, qui voulait emménager dans un endroit plus petit après le décès de son mari. Les 2 baux commenceraient le 1er du mois suivant, dans seulement 2 semaines. Le délai était serré, mais gérable. J'ai organisé un dernier passage de nettoyeur professionnel pour les 2 unités et prévu du temps pour que le gestionnaire de la propriété fasse les états des lieux d'entrée avec chaque locataire. Pendant ce temps, j'ai trouvé un petit mais moderne appartement d'une chambre dans un immeuble à seulement 3 pâtés de maison de mon bureau. Le loyer était plus élevé que ce que je pensais, mais la commodité et la proximité du travail en valaient la peine. De plus, avec les revenus locatifs des 2 unités du duplex, mes dépenses globales de logement resteraient inférieures à avant. J'ai signé un bail de 6 mois pour l'appartement et organisé le déménagement de mes meubles pour le week-end suivant. Je n'ai donné ma nouvelle adresse qu'à Taylor et à 2 autres amis proches, en leur faisant jurer de garder le secret. Je le dirai à ma famille un jour, bien sûr, mais pas avant que les 2 unités du duplex soient occupées et qu'il soit trop tard pour qu'ils modifient mes plans. La culpabilité était forte, surtout quand Kevin a appelé pour demander si j'avais besoin d'aide pour emballer mon appartement. J'ai donné des réponses vagues en disant que je n'étais pas encore prête et que j'avais tout sous contrôle. Quand ma mère m'a envoyé un message pour aller mesurer les rideaux de ce qui serait le côté de Kevin, j'ai répondu que je traitais encore la paperasse et que je les préviendrais quand ce serait le bon moment. À mesure que le jour d'emménagement de mes nouveaux locataires approchait, les appels et messages de ma famille devenaient plus fréquents et insistants. Sarah m'a envoyé des liens de meubles qu'elle pensait aller bien dans mon unité. Mon père a appelé pour discuter de l'aide aux frais de déménagement de Kevin. Ma mère a laissé des messages vocaux pour organiser une pendaison de crémaillère pour nous tous. Chaque message augmentait mon anxiété, mais renforçait aussi ma détermination. Le schéma était maintenant si clair, ma famille faisait des plans pour ma vie, mes ressources, mon futur, sans me consulter, partant toujours du principe que je serais d'accord avec ce qu'ils décidaient être le mieux, même quand cela profitait surtout à Kevin à mes dépens. Le week-end, avant que les locataires n'emménagent, j'ai réussi à déménager dans mon nouvel appartement. J'ai changé mon adresse postale, mis à jour mes informations auprès de la banque et des compagnies de services publics, et je me suis installé dans mon espace plus petit. Il était chaleureux et pratique, avec un petit balcon donnant sur une cour et des appareils modernes qui rendaient la cuisine compacte luxueuse. En déballant mes affaires, j'ai ressenti un mélange d'émotions, la culpabilité à cause de la confrontation inévitable qui arrivait, l'angoisse de faire face à ma famille peut-être pour la première fois, mais aussi un sentiment croissant de fierté et d'indépendance. Je prenais le contrôle de ma vie et de mon futur financier d'une manière à la fois effrayante et excitante. La dernière pièce de mon plan s'est mise en place quand David, de la société de gestion, a appelé pour confirmer que les 2 groupes de locataires emménageraient ce samedi. Tout était prêt. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre la tempête qui suivrait sûrement. La semaine précédant le jour de l'emménagement fut tendue. Mon frère Kevin m'envoyait des textos chaque jour pour demander quand il pouvait commencer à apporter des cartons au duplex. Petite sœur, on peut laisser quelques affaires des enfants ce week-end? Sarah a déjà emballé leur chambre, a-t-il écrit lundi. J'ai répondu plusieurs heures plus tard, je finalise encore certaines choses avec la propriété. Je te tiendrai au courant bientôt. Mardi, ma mère a appelé pendant que j'étais au travail. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie et j'ai écouté son message pendant ma pause déjeuner. Ginny, chérie, j'ai acheté de très jolis rideaux pour ton salon. Ils étaient en promo chez Mazie. Je pensais qu'on pourrait les accrocher ce week-end quand on t'aidera à t'installer. Rappelle-moi quand tu peux. Je lui ai envoyé une courte réponse, merci maman, mais je règle encore des choses.
Il faudra peut-être repousser un peu. Mercredi, mon père s'est joint à la campagne. Son texto était plus direct, Kevin doit prévenir son propriétaire avant vendredi. Quand peuvent-ils commencer à déménager leurs affaires chez toi? Cela nécessitait une réponse plus solide, alors je l'ai appelé après le travail, en veillant à garder un ton décontracté. Papa, je comprends que Kevin soit pressé de déménager, mais il y a encore des réparations et de la paperasse que je dois gérer avant que qui que ce soit puisse emménager. J'aurai un calendrier plus clair la semaine prochaine. Sa frustration était évidente. Et Ginny, ils doivent prendre des décisions maintenant. Leurs propriétaires montrent déjà leur appartement à de nouveaux locataires. On ne peut pas les laisser sans endroit où vivre. Je comprends, papa, ai-je répondu en gardant une voix ferme. Mais je dois m'assurer que tout soit correctement préparé. Je réglerai ça d'abord et je vous tiendrai tous informés bientôt. Jeudi a apporté une visite inattendue de Kevin à mon bureau. J'étais en réunion avec un client quand la réceptionniste m'a informé que mon frère m'attendait dans le hall. Je me suis excusé brièvement pour lui parler. Kevin semblait agité, se passant la main dans les cheveux en marchant dans la petite zone d'accueil. Quand il m'a vu, il a immédiatement commencé avec ses préoccupations. Et Ginny, il faut qu'on parle des dates de déménagement. Sarah panique parce qu'on doit quitter notre appartement à la fin du mois et toi, tu continues à nous faire traîner pour quand on peut emménager dans le duplex. J'ai regardé autour de moi, consciente que la réceptionniste faisait semblant de ne pas écouter. Ce n'était pas l'endroit pour cette conversation. Et Kevin, je suis avec un client en ce moment, ai-je dit à voix basse. Et ce n'est pas quelque chose qu'on devrait discuter sur mon lieu de travail. Eh bien, tu ne réponds pas au téléphone ni aux messages avec des infos concrètes. Alors, je suis censé faire quoi, répondit-il, la voix un peu plus forte. J'ai pris une grande inspiration. J'ai la situation en main. Il y a quelques problèmes avec la propriété que je gère. Tu auras plus d'informations d'ici le week-end. Je te le promets. Cela sembla le calmer temporairement, même si son expression restait dubitative. Alors qu'il se retournait pour partir, il ajouta, « Ah, et Sarah voulait savoir si tu as des préférences pour les couleurs de peinture des chambres des enfants. Elle pense à du bleu clair pour les garçons et à la bande pour Sophie. » L'hypothèse qu'ils allaient redécorer ma propriété m'a irrité, mais j'ai gardé mon calme. « On parlera de tout ça plus tard, » ai-je dit en retournant déjà vers ma salle de réunion. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Sarah avec pour objet, idée déco pour le duplex. En pièces jointes, il y avait des tableaux d'inspiration pour chaque pièce de ce qu'elle considérait clairement comme son unité, avec des liens vers des meubles et des articles de décoration qu'elle prévoyait d'acheter. Le mail se terminait par « Dis-moi ce que tu en penses. Au fait, ça te dérange si on peint les armoires de la cuisine en blanc? La couleur actuelle est un peu trop sombre pour moi. » J'ai fermé le courriel sans répondre, ma détermination se renforçant à chaque message présomptueux. Le vendredi a apporté l'interaction la plus difficile jusque-là. Ma mère a appelé juste quand je sortais du travail. « Et Ginny, ton père et moi voulons passer demain matin pour t'aider à arranger ta maison. Ensuite, nous pourrons préparer le côté de Kevin. Ils doivent aussi commencer à déménager ce week-end. » L'urgence dans sa voix montrait clairement qu'ils avaient atteint la limite de leur patience face à mes retards. Je savais que je ne pouvais plus continuer à les repousser sans révéler mon plan. « Maman, j'ai des courses à faire demain matin, » ai-je dit prudemment. « Et si on en parlait dimanche au dîner ?» Il y a eu une pause avant qu'elle réponde. « Tout va bien, Ginny. Tu as été très évasive dernièrement. S'il y a un problème avec le duplex, tu sais qu'on peut t'aider. Ton père est doué pour les réparations et je suis sûr que peu importe ce qui ne va pas, ça peut être réglé avant que Kevin et sa famille ne s'installent. » L'inquiétude dans sa voix était sincère, ce qui rendait ce que je faisais encore plus trompeur. Mais je me suis rappelé des années d'attente à sens unique et je suis resté ferme. « Tout va bien, maman. Je vous expliquerai tout dimanche. Je le promets. » Après avoir raccroché, j'ai reçu un message de Kevin. « Les parents disent que tu agis bizarrement avec le déménagement. Qu'est-ce qui se passe? On doit quitter notre appartement au plus vite. Le propriétaire est un vrai con. » Puis un autre. « En plus, Sarah veut savoir si on peut avoir les mesures des chambres pour être sûr que nos meubles rentrent. Et j'ai presque oublié, tu peux contribuer pour le camion de déménagement? On est un peu serré financièrement en ce moment, mais je pourrais te rembourser le mois prochain. » Chaque message renforçait ma certitude.
Leur sentiment d'avoir droit à tout était si profond que Kevin ne s'en rendait même pas compte. Ils s'attendaient simplement à ce que je m'adapte à leurs besoins, finance leur déménagement et réorganise ma vie pour résoudre leurs problèmes. Tout ça sans question ni plainte. Le samedi matin était le jour où mes locataires devaient emménager. Je me suis réveillé tôt avec un nœud d'anxiété dans l'estomac. J'avais rendez-vous avec David au duplex à 9 h pour superviser le processus d'emménagement et remettre les clés aux deux groupes de locataires. La docteure Wilson devait arriver à 9 h 30 et Michael et Lisa étaient prévus pour 11 h. Je me suis habillé soigneusement en tenue professionnelle, voulant me présenter comme une propriétaire compétente. Juste au moment où j'allais sortir de mon nouvel appartement, mon téléphone a sonné. C'était mon père. « Ginny, dit-il sans préambule, ta mère et moi allons au duplex maintenant. On pensait te surprendre et t'apporter le petit déjeuner. Kevin et Sarah nous rejoignent avec quelques cartons. » Mon cœur s'est emballé. Ils allaient arriver avant moi, avant les locataires, avant que j'aie la chance d'expliquer. La confrontation que je redoutais allait avoir lieu de la pire manière possible. « En fait, papa, je ne suis pas au duplex », ai-je réussi à dire. « Je suis en route pour rencontrer quelqu'un. »« Parfait, on se voit là-bas », répondit-il joyeusement, raccrochant avant que je puisse protester davantage. J'ai immédiatement appelé David pour l'avertir de la situation. Il m'a assuré qu'il gérerait ça de manière professionnelle et qu'il attendrait mon arrivée avant de procéder aux emménagements. Le trajet vers le duplex a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. À chaque kilomètre, je répétais ce que j'allais dire, comment j'expliquerais ma décision et comment je resterais ferme face à la colère et à la déception de ma famille. En tournant dans la rue, j'ai vu la voiture de mes parents déjà garée devant le duplex. La minivan de Kevin venait de se stationner derrière. Dans mon rétroviseur, j'ai remarqué un camion de déménagement qui approchait de l'autre côté. La docteure Wilson était arrivée en avance. Le moment de vérité était arrivé et il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai garé ma voiture derrière la minivan de Kevin et pris une grande inspiration. À travers le pare-brise, je voyais ma famille debout sur le trottoir devant le duplex, l'air confus. David, vêtu de son polo, Cornerstone Property Management, leur parlait en montrant la propriété. En sortant de ma voiture, j'ai entendu mon père dire « Il doit y avoir une erreur. C'est la propriété de ma fille. Elle l'a achetée pour notre famille. » David m'a vu approcher et m'a fait un petit signe de reconnaissance. « Madame Harper, dit-il en utilisant mon nom de famille. Votre famille vient de m'expliquer qu'il pensait emménager aujourd'hui. » J'ai avancé, le cœur battant fort. « Maman, papa, Kevin, Sarah », ai-je commencé. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. « Je dois vous expliquer quelque chose. » Ma mère avait l'air déconcertée, tenant un sac de la boulangerie locale. « Ginny, que se passe-t-il? Qui est cet homme? Et pourquoi y a-t-il un camion de déménagement? » Le camion venait d'arriver et se garait de l'autre côté de la rue. La docteure Wilson, une femme digne d'une 60aine d'années, sortit de sa voiture stationnée plus bas et s'approcha de nous avec une expression curieuse. Kevin, toujours prompt à s'énerver, s'avança vers moi. « C'est quoi ce bordel, Ginny? On devait emménager aujourd'hui. On a déjà quitté notre appartement. » Avant que je puisse répondre, David intervint doucement. « Peut-être devrions-nous tous nous écarter pour permettre à la docteure Wilson d'accéder à son nouveau logement, » dit-il en désignant la femme qui se tenait maintenant au bord du groupe. « Elle a rendez-vous pour emménager et ses déménageurs attendent. »« Son nouveau logement, » répéta Sarah, la voix montant d'un ton. « De quoi parle-t-il, Ginny ?» Tous les regards se sont tournés vers moi. Le moment que je redoutais et pour lequel je m'étais préparé était arrivé. J'ai redressé les épaules et parlé clairement. J'ai loué les 2 unités du duplex à des locataires. La docteure Wilson emménage aujourd'hui dans l'unité A, et un autre couple emménage dans l'unité B plus tard ce matin. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère a halté, le visage de mon père s'est assombri de colère, et Kevin m'a regardé avec incrédulité. David, sentant la tension, s'est tourné vers la docteure Wilson. « Docteur, si vous me permettez quelques minutes pour régler cette affaire familiale, je serai avec vous pour finaliser votre emménagement. » Elle hocha la tête avec compréhension et retourna à sa voiture pour attendre. « Tu as fait quoi ?» demanda enfin mon père, la voix dangereusement calme. « J'ai loué les 2 unités, ai-je répété. J'ai signé des baux d'1 an avec des locataires qualifiés par l'intermédiaire de Cornerstone Property Management. »
Kevin explosa. Tu te fous de nous? On n'a nulle part où vivre, Ginny. On a déjà quitté notre appartement. On est censé aller où dans 2 semaines? Sarah commença à pleurer, s'écartant du groupe et sortant son téléphone, sans doute pour écrire à quelqu'un au sujet de ce qui venait de se passer. Ma mère s'avança et posa sa main sur mon bras. Chérie, il doit y avoir un malentendu. On a parlé de ça. Kevin et sa famille ont besoin de cette 2e unité. Tu connais leur situation. J'ai retiré doucement sa main. Non, maman, vous en avez parlé. Vous avez tous fait des plans pour ma propriété sans me consulter. Vous avez supposé que j'accepterais, comme toujours. Mon père m'interrompit. Nous pensions que tu voudrais aider ton frère. La famille est de la famille, Ginny. C'est comme ça qu'on t'a élevé. Ces mots, censés provoquer la culpabilité, ont au contraire alimenté ma détermination. Oui, la famille est de la famille. Mais ça devrait être dans les 2 sens. Quand est-ce que Kevin a fait des sacrifices pour moi? Quand est-ce que l'un de vous a pensé à ce que je pourrais avoir besoin ou vouloir avant de prendre des décisions qui affectent ma vie? Kevin ricana. Oh, voilà le numéro de la pauvre Ginny. Tu as un bon boulot, pas d'enfant, pas de vraies responsabilités. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes. Son mépris pour ma vie et mes choix fut la goutte d'eau. 6 ans d'économie, de refus de petits luxes et de vacances, de travail supplémentaire et de week-ends sacrifiés pour atteindre mon objectif d'être propriétaire. Tout réduit à « pas de vraies responsabilités ». De vraies responsabilités, ai-je répliqué, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Comme la responsabilité financière, par exemple, parce que de mon point de vue, tu n'en as jamais montré. Tu m'as emprunté de l'argent 3 fois sans le rendre. Maman et papa t'ont tiré d'affaires d'innombrables fois, et maintenant tu espérais vivre dans ma propriété d'investissement sans payer de loyer, sans te soucier de l'effet que ça aurait sur mes paiements d'hypothèque ou sur mon avenir financier. À ce moment-là, Michael et Lisa étaient arrivés pour leur rendez-vous d'emménagement et observaient notre drame familial depuis leur voiture. David est allé leur parler discrètement, en expliquant le retard. Ma mère a commencé à pleurer et mon père a passé un bras autour de ses épaules. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi égoïste, Ginny, dit-il, la déception évidente dans sa voix. Ton frère a des enfants à prendre en compte. Je ne suis pas égoïste, ai-je répondu fermement. Je suis réaliste. Ce duplex est un investissement pour lequel j'ai travaillé dur. J'ai une hypothèque à payer. Si Kevin et sa famille vivaient là sans payer de loyer, c'est moi qui supporterais tous les coûts. En quoi est-ce juste? Sarah est revenue dans la conversation avec une expression dure. On aurait au moins aidé pour les charges. Et Kevin cherche du travail. Une fois qu'il aura trouvé, on aurait pu contribuer. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas suffisant. Et d'après l'expérience passée, je ne crois pas que ça serait arrivé de toute façon. Combien de temps avant qu'un mois devienne 6, et 6 devienne un an? Combien de temps avant que mon investissement ne devienne un fardeau financier au lieu d'un actif? Kevin s'est tourné vers nos parents. Vous y croyez? Après tout ce qu'on a fait pour elle. Cette affirmation m'a laissé silencieuse un instant. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi? Mon esprit a repassé des années de garde d'enfant à la dernière minute, d'argent prêté jamais rendu, de mon emploi du temps réorganisé pour s'adapter aux besoins de Kevin. Qu'est-ce que tu as fait exactement pour moi, Kevin, ai-je demandé doucement. Cite une fois où tu as mis mes besoins avant les tiens. Une fois où tu as sacrifié quelque chose pour moi. Il a hésité, incapable de trouver un exemple. Mon père est intervenu. Ça suffit, Ginny. Je ne sais pas ce qui te prend, mais ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé à te comporter. La famille passe d'abord. Oui, la famille passe d'abord, ai-je acquiescé. Mais moi aussi, je fais partie de la famille. Et pendant des années, on a attendu de moi que je mette les besoins de tout le monde avant les miens. Plus maintenant. Léon est censé faire quoi maintenant, exigea Kevin. On est censé vivre où? Au même endroit où vous vivriez si je n'avais pas acheté ce duplex, ai-je répondu. Trouvez un appartement que vous pouvez payer. Faites un budget. Faites ce que n'importe quelle autre famille doit faire. Sarah a ricané. Facile à dire depuis ta position de privilège. Son commentaire a déclenché une nouvelle vague de colère. Du privilège? J'ai travaillé des semaines de 60 heures pendant des années pour économiser pour cette propriété.
J'ai préparé des lunchs au lieu de manger dehors. J'ai vécu dans un minuscule appartement et conduit une vieille voiture. Je me suis gagné ça avec du travail acharné et une planification soigneuse, pas avec du privilège. Ma mère, toujours médiatrice, a tenté une autre approche. Et Ginny, chérie, peut-être qu'on peut trouver un compromis. Kevin pourrait payer un peu de loyer, même en dessous du prix du marché. J'ai secoué la tête. C'est trop tard pour ça, maman. J'ai signé des baux contraignants avec les 2 locataires. Ils ont des droits légaux pour occuper ces unités pendant les 12 prochains mois. Mais tu ne pourrais pas rompre les contrats, suggéra mon père. Payer les pénalités s'il y en a. Le fait qu'il suggère que j'assume une perte financière pour régler le problème de Kevin illustrait parfaitement la dynamique contre laquelle je me battais. Non, ai-je dit fermement. Je ne romprai pas des contrats légaux et je ne risquerai pas ma réputation professionnelle parce que Kevin n'a pas planifié correctement. Ces locataires ont des droits et j'ai l'intention d'honorer mes engagements envers eux. Kevin a levé les mains avec dégoût. L'incroyable. Voilà où en est la loyauté familiale. Ma mère pleurait ouvertement. Je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas parlé de tes plans, Ginny. Pourquoi garder ça secret si tu ne faisais rien de mal? Sa question m'a frappé fort. C'était un point juste. Pourquoi ne leur avais-je pas dit dès le début? Parce que vous ne m'auriez jamais écouté, ai-je répondu honnêtement. Vous m'auriez poussé à changer d'avis. Vous m'auriez fait culpabiliser et m'auriez probablement usé avec le temps. Vous ne m'avez même pas demandé avant de faire des plans pour ma propriété. Vous avez simplement supposé que je serais d'accord avec ce que vous vouliez, comme je le fais toujours. David s'est approché avec prudence. Monsieur Harper, la docteure Wilson est prête à commencer son emménagement, et Michael et Lisa attendent aussi. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour l'interruption. Je dois m'occuper de mes locataires maintenant, ai-je dit à ma famille. Nous pourrons continuer cette discussion plus tard si vous voulez, mais ma décision est finale. Le visage de mon père était un masque de déception tandis qu'il prenait le bras de ma mère. Viens, Martha. Clairement, Ginny a pris sa décision. Kevin est resté défiant. Ce n'est pas fini, Ginny. Tu ne peux pas simplement nous laisser sans abri. Vous n'êtes pas sans abri, Kevin, ai-je dit, l'épuisement perçant dans ma voix. Vous avez 2 semaines pour trouver un nouvel endroit. Beaucoup de familles y arrivent tous les jours. Sarah lui attrapa le bras. Viens, Kevin. De toute évidence, elle se fiche de nous et des enfants. Partons. Alors qu'il se retournait pour partir, ma mère m'a regardé les larmes aux yeux. Je ne te reconnais plus, Ginny. Ce n'est pas la fille que j'ai élevée. Ces mots m'ont blessé, mais je suis resté ferme pendant qu'ils montaient tous dans leur véhicule et s'éloignaient. Ce n'est qu'une fois hors de vue que j'ai laissé mes épaules s'affaisser et les larmes remplir mes yeux. David s'est approché et m'a tendu un mouchoir. C'était dur, dit-il gentiment, mais si ça peut compter, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Je me suis essuyé les yeux et j'ai redressé la posture. Merci. Maintenant, aidons la docteure Wilson à emménager dans sa nouvelle maison. Alors que nous marchions vers le duplex, où la docteure Wilson attendait patiemment, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. La confrontation avait été aussi douloureuse que je le craignais, mais tenir bon avait été nécessaire. Peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais mis mes propres besoins en premier. Les conséquences seraient importantes, mais la croissance le serait aussi, en rompant enfin des schémas malsains. En tendant la main pour saluer correctement la docteure Wilson, j'ai réussi un sourire sincère. C'était le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour mes locataires, mais aussi pour moi. Le silence de ma famille a été assourdissant dans les jours qui ont suivi la confrontation. Les messages quotidiens de ma mère ont cessé. Les appels du week-end de mon père pour prendre de mes nouvelles ont disparu. Même Kevin, qui d'habitude me contactait quand il avait besoin de quelque chose, est resté totalement silencieux. C'était comme si j'avais été excommunié de la famille pour un acte d'autoprotection. La première semaine a été la plus difficile. Je prenais mon téléphone pour appeler ma mère, puis je le reposais, me rappelant que je n'avais rien fait de mal. J'avais simplement protégé mon investissement et fixé une limite qui se faisait attendre depuis longtemps. Pourtant, 32 ans de conditionnement sont difficiles à dépasser. La culpabilité pesait lourd, surtout la nuit, quand je restais éveillé dans mon nouvel appartement en me demandant si j'avais été trop dur, trop brusque dans mon approche. Taylor s'est révélée être un soutien inestimable pendant cette période.
Elle est venue avec des plats à emporter et du vin 3 jours après la confrontation, me laissant vider mes émotions compliquées. Je doute encore de moi, ai-je avoué, recroquevillé sur mon nouveau canapé. Peut-être que j'aurais dû leur laisser le duplex. Peut-être que je suis égoïste, murmurai-je. Taylor me regarda avec incrédulité. Et Ginny, tu t'entends? Tu as travaillé 6 ans pour économiser pour cette propriété. 6 ans. Et eux, ils s'attendaient à y vivre gratuitement sans même en discuter avec toi. Comment est-ce égoïste de protéger ton investissement? Mais ce sont ma famille, dis-je faiblement, l'argument sonnant creux même à mes propres oreilles. Oui, et la famille devrait se soutenir mutuellement, pas juste prendre et encore prendre, répondit-elle fermement. Quand est-ce que Kevin a sacrifié quelque chose pour toi pour la dernière fois? Je n'ai pas pu penser à un seul exemple. Exactement, continua Taylor. C'est un schéma qui devait être brisé. Et honnêtement, tu as fait une faveur à Kevin sur le long terme. Il doit apprendre la responsabilité financière, pas recevoir un nouveau sauvetage. Au fond, je savais qu'elle avait raison. Mon frère n'avait jamais fait face aux conséquences de ses décisions financières parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour le sauver, généralement moi ou nos parents. En refusant d'être son filet de sécurité cette fois, je l'obligeais à trouver ses propres solutions. La deuxième semaine apporta des préoccupations pratiques qui me détournèrent du drame familial. Les 2 groupes de locataires s'étaient installés et David, de la société de gestion immobilière, m'envoya des rapports détaillés des états des lieux. Il y avait de petits problèmes d'entretien à régler, un robinet qui fuyait dans l'unité A, une porte coincée dans l'unité B. M'occuper de ces petits soucis me donna un sentiment d'accomplissement et renforça l'idée que j'étais capable de gérer cette propriété. Les premiers chèques de loyer arrivèrent sur mon compte, fournissant une validation tangible de ma décision. Voir ces dépôts, savoir qu'ils couvraient la plus grande partie de mon paiement d'hypothèque, m'apporta une profonde satisfaction. C'était pour ça que j'avais travaillé toutes ces années d'économie et de sacrifice. À la 3e semaine, le silence de ma famille devint inquiétant plutôt que blessant. Je me demandais comment Kevin et Sarah s'en sortaient avec leur logement, s'ils avaient trouvé un nouvel endroit avant l'expiration de leur bail. Malgré notre dispute, je m'inquiétais pour eux et surtout pour mes neveux et nièces. Finalement, je cédai et envoyai un message à ma mère. Juste pour savoir comment vous allez. J'espère que tout le monde va bien. Sa réponse arriva des heures plus tard, brève et formelle. Nous allons bien. Kevin et Sarah ont trouvé un appartement plus petit que ce qu'ils voulaient, mais abordable. La brièveté de son message me blessa, mais j'étais soulagé de savoir qu'ils avaient trouvé un logement. Je répondis, je suis contente de l'apprendre. Tu me manques, ajoutai-je. Elle ne répondit pas. Un mois après la confrontation, je reçus une lettre manuscrite de ma mère. Voir son écriture familière sur l'enveloppe me fit pleurer avant même de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une lettre de 4 pages, la première vraie communication depuis ce jour au duplex. Ma très chère Ginny, commençait-elle. Il m'a fallu du temps pour digérer ce qui s'est passé et essayer de comprendre ton point de vue. Je veux que tu saches que même si je me suis senti blessé et déçu par ta décision, j'ai réfléchi à la dynamique de notre famille et à mon rôle dans la création de cette situation. Elle continua en reconnaissant que la famille avait souvent tenu ma générosité pour acquise et avait développé des attentes injustes envers moi. Elle admit que Kevin avait été autorisé à dépendre trop du soutien familial sans développer sa propre responsabilité. Ton père et moi avions de bonnes intentions, écrivit-elle. Nous voulions aider Kevin dans un moment difficile, mais nous aurions dû te demander d'abord, pas supposer que tu serais d'accord avec notre plan. C'était une erreur de notre part et je suis désolé. Ces excuses m'arrachèrent de nouvelles larmes. C'était plus que ce que j'avais espéré, et exactement ce dont j'avais besoin. Elle continua. Kevin et Sarah avaient trouvé un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas idéal, mais dans leur budget. Les enfants partageaient une chambre, ce qui avait été un ajustement, mais ils étaient résistants. Kevin avait trouvé un travail à temps partiel dans un entrepôt, tout en cherchant encore dans son domaine. Sarah avait pris plus d'heures d'enseignement. Ils s'en sortaient, ce qui était l'essentiel. La lettre se terminait par une branche d'olivier prudente. Nous aimerions te voir au dîner de dimanche cette semaine. Si tu es prête. Je ne peux pas promettre qu'il n'y aura pas de tension, mais je peux promettre que ton père et moi ferons un effort pour respecter tes limites. Kevin aura peut-être besoin de plus de temps. Avec tout mon amour, maman.
Je serrai la lettre contre ma poitrine, submergé de soulagement et de gratitude. Ce n'était pas une résolution complète, mais c'était un début. La reconnaissance de mon point de vue et les excuses pour leur présomption signifiaient plus que ce que je pouvais exprimer. Ce dimanche, je conduisis jusqu'à la maison de mes parents avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Quand ma mère ouvrit la porte, il y eut un moment d'hésitation maladroite avant qu'elle ne me prenne dans une forte étreinte. « Tu m'as manqué » murmura-t-elle. « Toi aussi tu m'as manqué, maman » répondis-je, retenant mes larmes. Le dîner fut plus calme que nos réunions familiales habituelles. Kevin, Sarah et les enfants n'étaient pas présents, ce qui était sans doute mieux. Mon père fut réservé au début, mais au fur et à mesure du repas, il commença à se détendre. Au dessert, nous avions quelque chose qui ressemblait à une conversation normale. Avant de partir, mon père me prit à part. « C'était mal de notre part de faire des plans pour ta propriété sans te consulter », admit-il brusquement. « Tu as travaillé dur pour ce duplex. Il est à toi, et tu en fais ce que tu veux. » Venant de mon père, cet aveu était significatif. Il n'avait jamais été du genre à admettre facilement ses erreurs. « Merci, papa », dis-je en lui donnant un câlin. « Ça compte beaucoup pour moi. » Le chemin vers une réconciliation totale fut plus long avec Kevin et Sarah. Ils refusèrent d'assister aux dîners familiaux suivants quand ils savaient que je serais là. Quand nous nous sommes enfin revus à la fête d'anniversaire de mon neveu 2 mois plus tard, la tension était palpable. Kevin fut froidement poli. Sarah me reconnut à peine, mais au moins ils furent civils. Les enfants, heureusement, n'avaient pas changé leur affection pour leur tante. Sophie me serra dans ses bras quand j'arrivai et Liam me montra avec enthousiasme son projet de science. Même le petit Isen voulut s'asseoir sur mes genoux pendant le gâteau, une normalité qui aida à adoucir l'atmosphère tendue. Au fil des mois, la dynamique familiale changea lentement. Mes parents commencèrent à me traiter avec un nouveau respect, me consultant sur des décisions au lieu de m'informer après coup. Ils cessèrent d'offrir automatiquement mon temps et mes ressources pour les besoins de la famille. C'était un changement subtil mais profond, qui valida ma décision de me défendre. Kevin et Sarah restèrent distants, mais il y avait de petits signes de progrès. Kevin m'envoya un message quand il obtint un poste à temps plein dans une entreprise locale, une petite branche d'Olivier que je remerciai avec des félicitations. Sarah m'inclut dans un message de groupe sur une collecte de fonds scolaires, une inclusion mineure mais qui indiquait un léger dégel. Le plus surprenant fut que mon frère semblait développer un sens des responsabilités financières qui n'existait pas avant. Selon ma mère, lui et Sarah avaient créé un budget et s'y tenaient. Ils avaient même commencé un petit compte d'épargne, une première dans leur vie de couple. À l'approche de Thanksgiving, je me surpris à attendre la fête avec autant d'appréhension que d'anticipation. Ce serait la première grande réunion familiale depuis l'incident du duplex, comme j'avais fini par l'appeler. Quand ma mère a appelé pour confirmer que je viendrais, elle a mentionné en passant que Kevin et Sarah seraient là avec les enfants. Ils vont mieux maintenant, ajouta-t-elle, surtout Kevin. Je pense que toute cette expérience a été un électrochoc pour lui. Quand le jour est arrivé, j'ai apporté une bouteille de vin et ma célèbre tarte à la citrouille, une sorte d'armure pour cette réunion potentiellement gênante. À ma surprise, Kevin m'a accueilli à la porte en m'offrant un sourire hésitant. « Salut, Ginny » dit-il. « Je suis content de te voir. »« Moi aussi je suis contente de te voir » ai-je répondu, le pensant sincèrement malgré mon nervosité. La journée n'a pas été sans moments gênants, mais dans l'ensemble, elle a été plus agréable que je n'osais l'espérer. Pendant un moment calme dans la cuisine, Kevin s'est approché de moi pendant que je remplissais mon verre d'eau. « Je veux m'excuser » dit-il, clairement mal à l'aise mais déterminé. « Ce qu'on a essayé de faire avec ton duplex n'était pas bien. On n'aurait pas dû s'attendre à ce que tu nous héberges gratuitement. » Son excuse, bien que tardive, était sincère. Je voyais que ça lui coûtait d'admettre qu'il avait tort. « Merci, Kevin » ai-je dit. « Ça compte beaucoup pour moi. » Il hocha la tête puis ajouta, « L'appartement qu'on a trouvé s'est révélé correct. Ça nous apprend à vivre selon nos moyens, et il était temps, je suppose. » C'était peut-être la phrase la plus lucide que j'ai jamais entendue de mon frère. J'ai souri. Je suis contente que les choses s'arrangent. Et j'ai commencé un compte d'épargne, continua-t-il avec une pointe de fierté. Il n'y a pas encore beaucoup dessus, mais c'est un début. C'est génial, Kevin, dis-je chaleureusement. Vraiment génial. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi au chemin parcouru ces 6 derniers mois.
La confrontation au duplex avait été douloureuse et perturbante, mais aussi nécessaire. En me défendant, je n'avais pas seulement protégé mon investissement financier, j'avais aussi provoqué des changements importants dans la dynamique de ma famille. Ma relation avec mes parents était plus forte et plus équilibrée qu'avant. Kevin faisait des pas vers la responsabilité financière et moi, j'avais gagné en confiance et en estime de moi, apprenant qu'établir des limites, même si c'est difficile, est essentiel pour des relations saines. Le duplex en lui-même s'avérait être un excellent investissement. Les deux locataires étaient fiables et respectueux du bien. Les revenus locatifs couvraient la majeure partie de mon hypothèque, me permettant de constituer du capital tout en épargnant pour de futurs investissements. La Dr Wilson m'avait même envoyé une carte de félicitations, me remerciant de lui avoir fourni un foyer si agréable pour son nouveau chapitre de vie. En ouvrant la porte de mon appartement, j'ai ressenti une profonde sensation de paix. Le chemin n'avait pas été facile, mais il avait mené à la croissance de nous tous. Et peut-être plus important encore, j'avais appris à valoriser mes propres besoins et objectifs autant que ceux de ma famille. 6 mois après la confrontation au duplex, ma vie s'était installée dans une nouvelle normalité inimaginable un an plus tôt. Mon appartement d'une chambre près de mon bureau était devenu un vrai chez moi, décoré avec intention plutôt qu'avec des restes et des choses héritées. Le trajet plus court me donnait 1 heure de plus chaque jour, que j'utilisais pour faire du yoga le matin et lire de petits luxes que je m'étais refusé pendant mes années d'épargne agressive. La société de gestion envoyait des rapports mensuels sur le duplex, avec des loyers déposés régulièrement sur mon compte. Les deux locataires avaient renouvelé leur bail pour une 2e année, une validation à la fois de mon choix d'investissement et de mes décisions de gestion. La Dr Wilson avait planté des fleurs dans le petit jardin derrière son unité, tandis que Michael et Lisa avaient repeint leur salon avec mon accord et des améliorations qui ne faisaient qu'augmenter la valeur du bien. Ma relation avec mes parents avait évolué vers quelque chose de plus équilibré et de plus mature. Les dîners hebdomadaires du dimanche avaient repris, mais avec une différence. Désormais, ils me traitaient comme une adulte à part entière, avec des opinions et des limites valables, pas seulement comme la fille fiable qui s'adapterait toujours aux besoins des autres. Mon père m'avait même demandé des conseils sur ses investissements pour la retraite, un changement significatif dans la façon dont il voyait ma compétence financière. Le changement le plus surprenant, cependant, fut dans ma relation avec Kevin. Nos rôles d'enfance avaient été si solidement ancrés, lui le charmeur dans le besoin qu'il fallait soutenir, et moi la responsable capable qui fournissait ce soutien. L'incident du duplex avait brisé cette dynamique, nous obligeant à trouver une nouvelle manière de nous parler. Kevin avait conservé le travail à temps plein trouvé après la confrontation, montrant un engagement envers la stabilité qui lui manquait auparavant. Lui et Sarah avaient réduit leur niveau de vie pour l'adapter à leurs revenus, un concept qui, enfin, semblait s'ancrer. Le plus significatif, Kevin avait commencé à me rembourser l'argent emprunté au fil des ans, envoyant de petits paiements réguliers chaque mois sans que je le demande. Un samedi d'août de juin, exactement 1 an après la confrontation au duplex, Kevin m'invita à prendre un café. C'était une demande inhabituelle. D'habitude, on ne se voyait qu'aux réunions familiales. Curieuse et légèrement anxieuse, j'acceptais. Le café était plein de clients du week-end, mais Kevin avait trouvé une table tranquille dans un coin. Il paraissait différent, d'une certaine manière plus posé. Il avait remplacé ses t-shirts à motifs par une simple chemise à boutons, et ses cheveux perpétuellement en bataille étaient soigneusement coupés. « Merci d'être venu, dit-il alors que je m'asseyais avec mon latte. Je voulais te parler sans toute la famille autour. » J'acquiesçai, attendant la suite. Il prit une grande inspiration. Cette dernière année a été révélatrice. Quand tu as refusé de nous laisser emménager dans ton duplex, j'étais furieux. Je pensais que tu étais égoïste et cruel, surtout en connaissant notre situation avec les enfants. Il fit une pause pour ordonner ses pensées. Mais avec le recul, ça a été l'électrochoc dont j'avais besoin. Sarah et moi vivions au-dessus de nos moyens depuis des années, en attendant toujours que quelqu'un, généralement maman et papa, nous sauve quand ça devenait difficile. Son autoconscience me prit par surprise. Ça a dû se voir sur mon visage, car il sourit avec regret. Je sais. Choquant que je puisse l'admettre, non, dit-il. Mais c'est vrai, on n'a jamais eu à faire face aux conséquences de nos choix parce qu'il y avait toujours un filet de sécurité. Quand tu as retiré ce filet, on a dû régler les choses nous-mêmes, pour une fois. J'apprécie que tu dises ça, Kevin, répondis-je prudemment. Ça n'a pas été une décision facile pour moi. Il hocha la tête. Maintenant, je comprends.
Et je veux que tu saches que les choses vont en fait mieux pour nous. L'appartement n'est pas aussi beau que ton duplex l'aurait été, mais c'est le nôtre et on le paie nous-mêmes. Les enfants s'en sortent bien en partageant une chambre, et Sarah et moi avons enfin dû nous asseoir et faire un vrai budget, quelque chose qu'on aurait dû faire il y a des années. Il glissa la main dans sa poche et sortit une enveloppe qu'il poussa vers moi. Je l'ouvris et trouvai un chèque de $000, une partie importante de ce qu'il me devait encore. Ce n'est pas tout, reconnut-il, mais c'est un début. Je compte te rendre chaque centime. Le chèque représentait plus que de l'argent. C'était une preuve tangible de sa croissance et de l'évolution de notre relation. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Merci, dis-je simplement. Non, merci à toi, répondit-il, me surprenant encore, de ne pas avoir continué à permettre mon comportement, de m'avoir forcé à mûrir, même si je m'y suis opposé à chaque étape. Nous avons parlé pendant presque 2 heures cet après-midi-là, ayant peut-être la conversation la plus honnête de nos vies d'adultes. Kevin a partagé ses difficultés avec la responsabilité financière, admettant qu'il avait toujours envié ma discipline tout en la détestant en même temps. J'ai avoué ma frustration d'être prise pour acquise et ma culpabilité d'avoir finalement osé me défendre. Quand nous nous sommes séparés, quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Nous n'étions plus enfermés dans les rôles de sœurs responsables et de frères irresponsables. Nous étions simplement 2 adultes avec des forces et des faiblesses différentes, trouvant une nouvelle manière d'être une famille sans les schémas malsains du passé. Les leçons que j'ai apprises à travers l'expérience du duplex se sont étendues au-delà de la dynamique familiale. J'avais découvert une confiance dans mes décisions financières qui s'était traduite dans d'autres domaines de ma vie. Au travail, j'ai commencé à parler davantage en réunion et à prendre des rôles de leadership dans les projets. J'ai négocié une promotion et une augmentation de salaire, en me défendant avec une assurance que je réservais avant seulement pour défendre les autres. J'ai aussi commencé à explorer d'autres opportunités d'investissement, en cherchant des propriétés possibles pour un deuxième achat immobilier. Le succès du duplex m'avait donné à la fois les moyens financiers et la confiance pour élargir mon portefeuille. J'ai consulté des conseillers financiers et des professionnels de l'immobilier, abordant chaque investissement possible avec une analyse prudente au lieu de décisions basées sur l'émotion. Mes relations personnelles ont aussi bénéficié de ma nouvelle capacité à fixer des limites. Je suis devenu plus sélectif sur la façon de dépenser mon temps et mon énergie, donnant la priorité aux liens qui étaient réciproques et soutenants. J'ai appris à dire non sans explication compliquée ni excuse, une compétence simple qui a pourtant transformé ma façon d'avancer dans le monde. La saison des fêtes a apporté une autre étape importante. Pour la première fois, j'ai organisé le dîner de Thanksgiving dans mon appartement. C'était un petit espace, mais tout le monde a trouvé sa place, y compris Kevin, Sarah et les enfants. Ma mère a apporté sa farce traditionnelle et mon père a découpé la dinde que j'avais préparée avec nervosité en suivant sa recette. Alors que nous étions réunis autour de ma table, j'ai regardé les visages de ma famille et j'ai ressenti une profonde gratitude. Le chemin avait été difficile, mais nous étions sortis plus forts, avec des relations plus saines basées sur le respect mutuel au lieu de l'obligation et des attentes. Kevin a levé son verre pour un toast. À Ginny, dit-il, pour nous avoir appris à tous que le vrai soutien familial signifie nous aider à grandir, pas à permettre de mauvaises habitudes, et pour avoir fait une dinde incroyable pour son premier Thanksgiving. Tout le monde a ri et a cogné son verre. Ma mère s'est penchée pour me serrer la main, ses yeux me transmettant ce que les mots ne pouvaient pas, de la fierté, de l'amour et une profonde reconnaissance pour la femme que j'étais devenue. Le duplex qui avait causé tant de conflits avait été, en fin de compte, le catalyseur d'un changement positif dans nos vies. En restant ferme dans ma décision, je n'avais pas seulement assuré mon avenir financier, mais j'avais aussi aidé ma famille à évoluer vers de meilleures versions d'eux-mêmes. La douleur à court terme avait conduit à une croissance à long terme que personne n'aurait pu prévoir. En réfléchissant à ce parcours, la leçon qui résonne le plus est celle-ci, fixer des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est nécessaire pour avoir des relations saines. En valorisant enfin mes propres besoins et objectifs autant que ceux de ma famille, j'ai créé un espace où nous pouvions tous grandir. Le vieux dicton « on ne peut pas servir à partir d'une tasse vide » s'est révélé profondément vrai. En prenant soin de mon propre bien-être financier et émotionnel, je suis devenu plus, et non pas moins, capable de soutenir ma famille de manière significative. Le duplex reste comme un rappel physique de cette transformation. Ce qui avait commencé comme une simple propriété d'investissement s'est transformé en un point tournant dans l'histoire de notre famille, le moment où les anciens schémas ont été brisés et où de nouveaux, plus sains, ont commencé à se former. Et pour ce cadeau inattendu, je suis éternellement reconnaissante.
As-tu déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de ta famille qui prenaient ta générosité pour acquise? J'aimerais entendre tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire t'a plu, s'il te plaît, mets un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un encouragement pour se défendre. Rappelle-toi, parfois la chose la plus aimante que tu puisses faire, pour toi et pour les autres, c'est de dire non quand il le faut. Merci d'avoir écouté mon histoire et je te souhaite du courage et de la clarté dans ton propre chemin vers des limites saines.